Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, oui, oui. Non, non, non. La table ronde. Et oui, alors que nous nous égosillons, moi qui n'ai plus beaucoup de voix en plus à dénoncer les mesures anti-pass, les mesures anti-vax, la maltraitance des enfants qui portent le masque de 8h du matin à 8h du soir, les conditions d'apprentissage à l'école qui ne font que se dégrader, les conditions pour les professeurs, bref, il y a tellement à dire. Mais pourtant, il y a un élément dont on ne parle jamais et qui est vraiment fondamental, qui a déjà ses effets désastreux. On n'en a pas parlé, mais le 30 septembre 2021, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a publié au journal officiel la circulaire pour, écoutez-moi bien, une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Et ça apporte déjà des effets désastreux, comme je vous le disais. Alors, pour en parler avec nous dans cette table ronde, nous sommes avec Sophie Audugé. Bonjour Sophie Audugé. Bonjour Clémence. Bonjour Vous à êtes tous. déléguée générale de SOS Éducation et c'est vous qui portez justement, qui lancez l'alerte sur ce sujet fondamental. Et nous sommes également avec Monsieur Martin. Je précise que c'est un pseudonyme. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes père d'une élève de 15 ans qui est en train de faire une transition identitaire. Vous allez nous raconter tout ça. D'abord, je voudrais peut-être que Sophie Audugé, que vous nous redonniez le contexte de cette circulaire et que vous nous expliquiez en quoi elle consiste. Oui, alors effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est bien de préciser que cette circulaire porte sur l'identité de genre. Pourquoi ? Parce que on parle là non pas de la prise en compte du mal-être ou de la souffrance de positionnement de jeunes gens qui auraient une orientation sexuelle différente. On parle d'une idéologie qui postule qu'il n'y a pas de réalité biologique au sexe de naissance, qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs de réalité de genre social, c'est-à-dire il n'y a plus de masculin, il n'y a plus de féminin. Et donc cette idéologie est quand même un mouvement qui vient de plusieurs pays du monde, principalement des pays riches, des pays occidentaux, des pays évidemment du Canada, des États-Unis, et puis d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, avec évidemment en première ligne les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, et puis désormais la France. Il faut savoir que la France est un petit peu à la traîne sur ces questions-là, et c'était jusqu'à il y a quelque temps bien heureux. Malheureusement, pour une raison qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas, eh bien, aveugle et sourd au malheur du monde, ces pays qui ont engagé des transitions rapides d'enfants il y a déjà une dizaine d'années et qui, eux, alertent de toutes parts et reviennent totalement sur ces pratiques qui sont évidemment totalement contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, à notre grande surprise, le ministre de l'Éducation nationale n'a rien trouvé mieux à faire en septembre dernier que de prendre fait et cause pour justement cette idéologie qui est une idéologie du genre, qui est une idéologie politique, qui considère finalement que l'autodétermination de son genre, c'est-à-dire le fait de se dire, de s'auto-déclarer, serait une forme de liberté, de nouveau genre social, qui serait accordée à toute personne, quel que soit son âge, et c'est bien tout le sujet, et que cette autodétermination, cette autodéclaration devrait être considérée comme une réalité absolue, inaliénable, non discutable, qui devrait se regarder sans aucun échange avec la personne. Évidemment, là, on parle de la personne de l'enfant, on parle vraiment uniquement des enfants. Oui. Et donc, on considère que l'enfant qui se dirait, s'autodéclarerait à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans d'un autre sexe, eh bien, évidemment, on n'aurait pas à le questionner. Alors, cela pose une question, évidemment, sur la norme sociale et la norme civilisationnelle qui est la nôtre jusqu'alors. Et il est quand même aberrant qu'à l'école de la République, on ait considéré que cette idéologie pouvait prendre sa place, alors bien même que le débat public n'a pas été posé en France, que les citoyens n'ont pas eu à se positionner sur cette question-là. Est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, pour dire que finalement, un enfant qui serait en mal-être, qui serait en bouleversement identitaire à l'adolescence, qui déciderait sous influence des médias d'aller vers un changement d'identité physique et, attention, derrière, il y a des médicaments, il y a des chirurgies. Ce sont des jeunes gens qui se mutilent
Faut quand même être clair, faut dire les choses. Sophie Audiger, sur cette circulaire, comment concrètement elle s'adresse aux professeurs? Quelles sont les consignes? Alors les consignes sont extrêmement claires et c'est bien tout le problème et c'est pour ça que contrairement à ce que dit la ministre Elisabeth Moreno, c'est bien une idéologie, c'est elle considère que la transidentité est un fait. Et donc, elle oblige, elle donne le devoir, je cite, les enseignants ont le devoir d'accompagner les jeunes, de les laisser explorer une variété de cheminements sans les stigmatiser. Il faut savoir quand même que le ministre Jean-Michel Blanquer n'est pas allé jusqu'à ce qui lui était demandé par ces activistes de la transidentité, du transaffirmatif, c'est-à-dire de faire que l'enfant pouvait changer de prénom sans l'accord de ses parents. La circulaire, Jean-Michel Blanquer a quand même mis ça, ce qui est quand même la moindre des choses, mais ça n'enlève pas le fait qu'il prend fait et cause pour une idéologie, que les idéologies n'ont pas leur place dans l'école. L'école instruit des savoirs et non des idéologies, des croyances. Mais il a quand même réussi à mettre que le changement de prénom pour les mineurs dans l'école devait quand même être précédé de l'accord des deux parents. Ce qui est également important, c'est que les enseignants sont contraints d'adopter cette idéologie, alors bien même, s'ils sont un peu au courant, que dans les autres pays, on dit que c'est dangereux pour l'enfant, donc c'est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est-à-dire que d'une manière tout à fait officielle, institutionnelle, le ministre de l'Éducation nationale, sans avoir apporté la preuve, puisque, à la limite qu'il apporte la preuve, mais tous les autres pays apportent la preuve du contraire. Donc, sans avoir apporté la preuve que c'était l'intérêt supérieur de l'enfant, il donne une injonction à tout son corps enseignant et à tout le corps d'encadrement de l'école d'appliquer une idéologie dont, a priori, on sait qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Monsieur Martin, racontez-nous déjà un petit peu, si vous pouvez commencer à introduire ce qui s'est passé avec votre fille. Alors, donc notre fille a 15 ans, elle est scolarisée en seconde dans un grand lycée parisien public du 17e arrondissement. Et nous avons appris à peu près au mois de novembre, de façon très brutale, qu'elle se considérait dysphorique de genre. C'est-à-dire qu'elle se considère un garçon transgenre, elle estime ne pas être dans le bon corps. Et suite à cela, donc ça c'était via le réseau social Instagram. Donc ça a été assez brutal et je vous avoue qu'on a été assez sidérés. Mais notre sidération a beaucoup augmenté quand on a découvert dans ses messages privés qu'elle se félicitait auprès d'une copine d'avoir pu obtenir sur sa carte de lycéen un prénom masculin, le nouveau prénom qu'elle s'est choisi. Donc ce sont également des pseudonymes. Imaginez que son prénom normal ce soit Aline. Il y a un an, elle avait fait une sorte de coming out. Elle nous avait écrit une lettre en nous disant qu'elle était lesbienne. On lui avait dit, écoute, c'est ton choix, et puis nous, de toute façon, on t'aimera, quelles que soient tes orientations sexuelles. On n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Et elle nous avait dit qu'elle changeait son prénom pour Annie, A-N-I, de Aline à Annie. Elle fait du japonais, elle est brillante à l'école. On lui avait dit, écoute, nous, on continuera à t'appeler Aline, parce que tu t'appelles Aline pour nous, et il est hors de question qu'on t'appelle autrement. Et là, en fait, elle a obtenu dans son lycée de pouvoir avoir Alain sur sa carte de lycéen, donc un prénom masculin qui n'a aucun rapport avec le sien. Et d'avoir une carte de lycéen avec un prénom masculin, et ceci à notre insu, dans notre dos, et sans que qui que ce soit dans son établissement n'ait pris la peine de nous appeler pour nous évoquer le sujet et nous demander si on était d'accord. Mais attendez, vous voulez dire que même les professeurs l'appellent Alain ? Oui. Les professeurs l'appellent par le prénom masculin qu'elle s'est choisi. Et non seulement ils l'appellent comme cela, mais en plus, on a trouvé des copies. Alors, sur son bulletin de notes, ils sont tenus de garder le prénom de l'état civil, donc c'est bien Aline qui apparaît. Mais par contre, sur des corrections de copies, on a trouvé, en fouillant dans ses affaires, des corrections dactylographiées de professeurs, parce que maintenant, dans certaines corrections, ils dactylographient leurs écrits, avec le prénom Alain. Je suis tombé sur son téléphone, sur un SMS d'une enseignante qui lui écrit Alain et qui lui parle au masculin, qui lui dit « Je suis désolé que tu sois coincé pour tel cours, coincé et… » Ah oui, non mais incroyable. Donc elle a commencé une transition sociale effective dans son établissement. Elle a la caution finalement de son école. Donc nous les parents on se retrouve si vous voulez comme les idiots du village qui comprennent rien du tout à ce qui se passe dans ses yeux.
On n'a plus aucune autorité et aucune caution. Alors, on veut bien nous appeler quand elle arrive 10 minutes en retard à un cours et nous demander de signer un document comme quoi elle s'est présentée 10 minutes en retard et qu'elle va être sanctionnée, etc. Mais par contre, elle demande à ce qu'on l'appelle par un prénom masculin et elle demande à ce que son prénom masculin soit sur sa carte de lycéen. On ne trouve pas judicieux de nous contacter. Monsieur Martin, vous nous apprenez que votre fille entame cette transition, que personne ne vous a prévenu, il n'y a pas un professeur qui a pris la peine de s'étonner et de vous avertir? Absolument. On a absolument rien reçu. D'accord. Et donc, vous expliquiez tout à l'heure qu'elle a changé de nom, notamment sur sa carte, de lycéen. Est-ce que, par ailleurs, elle a entamé des traitements chimiques? Alors, heureusement non, parce que étant mineur, de toute façon, ça, normalement, pour pouvoir avoir accès à des hormones et à un traitement, les médecins doivent demander l'accord des parents. Donc ça, je sais que non. Je tiens à préciser que sur le fait que qu'elle ait commencé cette transition sociale à l'école et que ça a été validé par son établissement sans que nous ne soyons au courant, ça aurait pu durer comme ça toute l'année. Si je n'avais pas vu ce message privé entre elle et une copine où elle se félicitait d'avoir pu obtenir sa carte de lycéen à ce prénom masculin. On serait resté dans l'ignorance comme ça toute l'année en seconde. Dans un autre message, elle s'est félicitée d'avoir pu rentrer dans les toilettes des garçons. Vous voyez, puisqu'elle s'habille de façon très masculine. Enfin voilà, ça pose plein de problèmes. Mais ce qui est dramatique, c'est la caution que ça représente pour une enfant, parce que ça reste une enfant à 15 ans, même si elle a un très bon potentiel, qu'elle a de très bonnes notes et qu'elle est intelligente. Ça reste une enfant immature cérébralement. La caution que ça peut représenter, qu'un établissement qui n'est pas une petite école, c'est vraiment un très grand établissement, avalide sa transition de cette façon-là, avec des documents, quasiment officiels. Elle a commencé à voir un psychiatre psychanalyste qu'on nous a recommandé parce qu'il connaît bien le sujet, fin novembre, début décembre. Avant même que nous soyons au courant de cette histoire de carte de lycéen, quand on a découvert qu'elle se considérait transgenre, comme un garçon transgenre, et ce psychiatre nous a informé, on est resté bouche bée, qu'il y avait des clusters de ce phénomène dans plusieurs lycées parisiens, à Turgot, à Fénelon, et il a cité en premier le lycée dans lequel elle se trouve. D'accord, ok. Voilà, donc c'est un phénomène de groupe, de masse. Elles sont probablement plusieurs dans ce cas-là. Ce qui est nouveau, mais Madame Audugé pourra vous en parler mieux que moi, c'est que depuis un an ou deux en France, cela touche principalement des jeunes filles, alors que la transidentité et la démarche transsexuelle, ça a toujours concerné dans l'immense majorité des cas des garçons qui voulaient devenir des filles. Aujourd'hui, on a un phénomène complètement inverse de jeunes filles qui veulent devenir des garçons. Est-ce que l'école est vraiment responsable de ce phénomène? Est-ce que c'est pas un phénomène qui dépasse l'école? Je ne sais pas, on peut dire un mépris aujourd'hui du masculin, de l'homme viril, et donc des transitions peut-être plus simples d'un côté à l'autre. Enfin, je ne sais pas. Voilà, c'est une question ouverte, mais est-ce que l'école est vraiment responsable de cela? Est-ce que cette circulaire Blanquer a joué un rôle, puisque là, visiblement, en tout cas, la transition avait commencé avant? Sophie Audugé, sur cette question du rôle de l'école. Alors, déjà, il est évident que l'école joue un rôle, puisque l'école, c'est une institution, c'est un sanctuaire qui doit protéger les enfants des idéologies, des croyances, dans l'intérêt supérieur qui est le leur. L'école, elle est là pour les instruire, elle n'est pas là pour leur passer des croyances, des idéologies, d'autant plus quand elles mettent leur santé dans un immense danger. Donc évidemment que l'école est responsable, et c'est absolument invraisemblable que le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement aient considéré normal d'introduire dans l'école une idéologie qui considère que le sexe de naissance n'a aucune réalité biologique et qui considère qu'il n'y a pas de genre féminin et masculin aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il faut quand même que les gens sachent qu'ils confient leurs enfants à l'école publique, alors qu'on leur donne des cours normalement de SVT, de sensibilité de la Terre, où on leur apprend
qu'effectivement, le sexe est défini in utero. Enfin, je veux dire, faut quand même dire la situation qui est celle-ci. Alors après, est-ce que en dehors de l'école, il n'y a pas un mouvement de fond et une lame de fond? Évidemment que si. Mais rappelons Jean Zay. L'école sert à quoi si elle ne protège pas les enfants de ça? Si effectivement, à l'école, au moins, les parents peuvent avoir la garantie qu'on va accueillir leur enfant dans la bienveillance, dans le respect, et on va aller dans un dialogue avec les parents pour entendre le questionnement de cet enfant, lui expliquer que c'est normal qu'elle se pose des questions, que c'est normal qu'elle soit sensible et sous influence de tous les médias actuels, d'un transactivisme extrêmement populaire. Vous n'avez pas aujourd'hui une série télévisée, un film, une marque de mode qui ne joue pas sur la mode transgenre, la beauté des transgenres. C'est impossible pour les jeunes aujourd'hui de ne pas être sous cette influence-là. Mais si l'école cède à ça, où va-t-on? Et puis, je le redis, il s'agit d'une idéologie. C'est-à-dire comment on peut faire rentrer une idéologie dans l'école alors que l'école doit être un sanctuaire qui est protégé justement de cela. Je voudrais quand même préciser ce que disait effectivement M. Martin, qui est très vrai. C'est-à-dire que là, ce qu'on appelle l'incongruence entre le ressenti profond de la personne et le sexe de naissance est quelque chose qui n'est pas nouveau. Depuis plus de 100 ans, c'est un trouble, une souffrance qui est connue, qui est caractérisée. C'est une souffrance qui est effectivement pour 1 sur 10 000 garçons en moyenne et 1 sur 20 000, 30 000 filles également. C'est une souffrance qui a comme particularité d'arriver très tôt, entre 2 et 4 ans. C'est une souffrance qui a pour particularité d'être résistante et donc d'être également durable. Elle n'est pas du tout fluide. Quand on entend aujourd'hui parler du fluid gender, le genre flexible, pas du tout. La dysphorie de genre véritable n'est pas du tout fluide. Il y a plusieurs professionnels, notamment des grands spécialistes, qui ont justement fait la différence entre la dysphorie de genre et l'euphorie de genre. La dysphorie de genre est une souffrance véritable, très rare, qui doit être prise en charge par des pédopsychiatres spécialisés qui vont pouvoir aider l'enfant et la famille à distinguer si cette souffrance est effectivement dans l'origine de cette incongruence et accompagner l'enfant, si besoin, effectivement, dans un processus de transition qui sera lourd, coûteux à tout point de vue, dangereux pour sa santé à vie. Ce sont des enfants sains qui vont être sous médicaments toute leur vie, avec des médicaments qui vont avoir des conséquences majeures et irréversibles. Quand on parle d'euphorie de genre, c'est effectivement ce qu'on constate aujourd'hui. Alors effectivement, M. Martin Desailly depuis plus d'1 an en France, mais il faut savoir que dans les autres pays, ça fait une dizaine d'années déjà qu'ils ont commencé à alerter, au prix d'ailleurs de leur réputation, puisque les activistes trans affirmatifs sont extrêmement violents. Et effectivement, on constate une inversion totalement des courbes avec une population nouvelle, des jeunes filles adolescentes, dans 70 à 80% des cas. Ces jeunes filles vont avoir comme particularité, évidemment, de se déclarer dysphorique de genre après avoir pris connaissance de la dysphorie de genre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles vont regarder des vidéos. On a des pratiques totalement de secte, c'est ce que disait M. Martin. Effectivement, ça fonctionne en cluster. On retrouve, certains chercheurs ont identifié des typologies de fonctionnement de secte très proches des groupes d'anorexie. On va également dire que dans les travaux qui sont faits par ces autres pays, ils font tous marche arrière. On a dans cette nouvelle population de jeunes filles adolescentes qui se considèrent comme des garçons à qui on a mis dans la tête qu'elles étaient sans doute nées dans le mauvais corps et que c'était l'explication à leur souffrance et qu'elles ont collé cette étiquette-là. On se rend compte avec les jeunes filles qui ont détransitionné, qui alertent en disant « ne faites pas comme moi, je détestais mon corps, ne tombez pas dans cette fausse étiquette-là parce que moi, ça n'a pas réglé ma souffrance. Ma souffrance est toujours la même. Aujourd'hui, je fais marche arrière et je veux vous alerter. » Il faut savoir qu'on a une surreprésentation de jeunes filles anorexiques, une surreprésentation de jeunes filles qui ont des troubles autistiques, une surreprésentation de jeunes filles qui sont à haut potentiel. On a une surreprésentation de jeunes filles en troubles post-traumatiques conséquentiels à des sévices sexuels. Tout ça, on le sait aujourd'hui. C'est documenté. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres aux États-Unis, qui vont être d'ailleurs traduits dans les prochains mois. Je veux dire, on le sait. Tout le monde le sait. Comment est-ce possible? Alors moi, je vous donne la raison. C'est très simple. C'est qu'il y a un protocole, une stratégie opérationnelle d'influence qui est partagée dans un groupe de fédérations d'associations transactivistes européennes qui explique exactement ce que vient d'expliquer M. Martin, c'est-à-dire qu'on va démédicaliser la campagne, on va anonymiser les récits, on va se coller sur un sujet beaucoup plus populaire qui est la défense des droits homosexuels. Ce n'est pas de ça du tout dont il s'agit.
C'est évidemment pas de ça dont il s'agit. D'ailleurs, M. Martin est un exemple flagrant. Et effectivement, c'est souvent le début du parcours de ces jeunes filles, parce qu'elles commencent à dire je pense que je suis lesbienne, dans une société qui est extrêmement ouverte. Monsieur Martin et son épouse ont évidemment accueilli la demande de leur enfant en leur disant ce que dit tout parent dans ces cas-là. Je t'aimerai quoi qu'il arrive, évidemment. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Un autre élément très important, Clémence, que je veux préciser, ce que disait M. Martin, c'est et on en a parlé ensemble, donc on sera d'accord là-dessus, c'est qu'il y a un énorme mensonge dans la circulaire de Jean-Michel Blanquer, qui est porté par les transactivistes. Ce n'est pas vrai que la transition sociale, c'est un moment de réflexion. C'est faux, on le sait. Tous les pays nous le disent. La transition sociale, c'est une première marche où c'est le premier wagon d'un train dans lequel les enfants ne peuvent pas descendre. C'est-à-dire que la fille de M. Martin, et c'est bien ce qui l'inquiète, ainsi que son épouse, c'est qu'à partir du moment où elle est rentrée là-dedans, qu'elle est rendue visible dans l'établissement comme un garçon, qu'elle prend des défis à être un garçon, qu'elle revendique être un garçon et qu'elle se valorise à travers ça, elle aura énormément de mal pour sa santé mentale à revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on engage des enfants dans un train où il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a même pas de descente. Sophie Audugé, comment vous expliquez cette... Oui. Excusez-moi, je voulais juste rebondir là-dessus sur le fait qu'on a constaté depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc ça doit correspondre à peu près au moment où elle a pu obtenir sa carte de lycéen à ce prénom masculin. On a constaté une radicalisation, un durcissement de sa position. Elle est beaucoup plus dure avec nous dans ce qu'elle exprime. Elle est beaucoup plus convaincue. Et je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le fait qu'elle a obtenu tout ça à l'école. Je voulais également préciser qu'on a bien sûr demandé un rendez-vous en urgence avec le proviseur quand on a appris cela. La secrétaire ne voulait pas nous le donner tant qu'on lui disait pas de quoi il s'agissait précisément, donc je lui ai expliqué dans le détail. On l'a obtenu rapidement, il nous a reçus, il était dans ses petits souliers, il s'est excusé, il nous a dit qu'il était responsable, on lui a demandé quand même comment c'était possible. Comment est-ce qu'un enfant qui vient demander à changer de prénom peut obtenir ça sans qu'on soit prévenu sur sa carte de lycéen. Il nous a dit qu'il ne se l'expliquait pas, qu'il ne comprenait pas, mais qu'il assumait la responsabilité. Il avait préparé sa nouvelle carte à son prénom correct d'Aline, qui était sur son bureau, et il nous a dit, je vous assure que dès demain matin, je vais la convoquer, je vais lui expliquer qu'on s'est trompé, parce que je lui ai dit qu'il faut quand même maintenant que quelque chose de si grave s'est produit, il faut que vous lui teniez un discours cohérent, et que vous lui disiez que vous avez fait cela de façon illégale, que cette circulaire demandait l'accord des parents et qu'elle ne l'a pas, et que tant qu'elle n'aura pas l'accord de ses parents, elle ne peut pas obtenir une nouvelle identité dans son établissement, et que donc vous lui demandez de vous remettre sa nouvelle carte et puis vous lui donnez la carte que vous venez de lui refaire. Oui, je vais la convoquer dès demain. Il l'a pas fait. Et alors il l'a pas fait. Une semaine après, en fait, on s'est rendu compte qu'on a trouvé dans son sac toujours sa carte avec son prénom masculin. Donc on a rappelé l'établissement une semaine après. J'ai demandé à lui parler. Oui, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu la recevoir, mais la CPE va la recevoir. Il m'a dit à ce moment-là, si, je l'ai reçue ce matin. Comme par hasard, une semaine après, je l'appelle. Il était au courant du problème et il me dit non, mais je l'ai reçu ce matin. Je lui ai dit, et c'est la CPE finalement qui va lui faire l'échange des cartes. Donc il n'a pas assumé, j'ai pas du tout l'impression qu'il ait assumé vis-à-vis d'elle sa responsabilité et ce qui s'était passé. Et puis surtout, ce qui nous a beaucoup dérangé avec mon épouse pendant l'entretien qu'on avait eu la première fois avec lui de visu, c'est qu'il a commencé à minimiser quand même le phénomène en nous disant, vous savez, c'est normal, il y a des enfants qui demandent à être appelés par un prénom d'usage, par un surnom, par leur deuxième prénom. Donc il est normal que les enseignants accèdent à cela. On l'a regardé complètement ébahi en lui disant, est-ce que vous avez conscience que là il s'agit de quelque chose de complètement différent? Ça n'est pas un deuxième prénom, ça n'est pas un prénom d'usage. Est-ce que vous auriez réagi de la même façon si une élève qui s'appelait Christiane venait voir la CPE ou la personne responsable des cartes de lycéens et demandait à avoir une carte avec Fatima ou un élève qui s'appellerait Jean-Claude et qui aurait demandé à s'appeler Mohamed? Je pense que là vous auriez appelé les parents peut-être. Même pas sûr, d'après ce que vous nous dites. On n'est pas très rassuré par la réaction de l'Éducation nationale. Allez savoir. Donc voilà. Alors et puis finalement le point final à tout cela, c'est que on va être obligé de la changer d'établissement. Elle est quand même dans cette école depuis la 6e. Elle y était très bien intégrée. C'est un bon établissement au niveau de l'éducation générale et du niveau des programmes.
qui est réputée, mais on va être obligé en fin de seconde maintenant de trouver une autre école, parce que comment la laisser dans un établissement dans lequel elle a entamé et complètement réalisé une transition sociale, et la laisser faire sa première et sa terminale dedans. On va, comme disait Madame Audiger tout à l'heure, on va la laisser dans ce train de la transition, et à 18 ans, elle aura la possibilité d'aller voir un médecin ou un service spécialisé et de demander un traitement hormonal pour pouvoir avoir de la barbe, etc. Donc, voilà, on est complètement... Avec des conséquences qui se jouent pour la vie et qui peuvent être très graves. Ces clusters dont vous parliez, donc là, en effet, on voit vraiment le rôle, en tout cas de l'école, au moins si elle n'accompagne pas cette transition, en tout cas, elle l'encourage d'une certaine façon. Là, on voit, vous parliez de Turgot, Fénelon, qui sont des lycées quand même de très bon niveau à Paris. Comment peut-on expliquer ces clusters, Monsieur Martin d'abord et Sophie Audiger? Je m'explique pas la présence de ces clusters. Ce qui, par contre, est évident, c'est qu'il y a un phénomène de contagion sociale. Il y a une étude qui a été publiée aux États-Unis qui montre que les enfants qui se retrouvent dans cette situation réduisent leur cercle d'amis, et dans les amis qu'il leur reste, 50% des amis restants sont dans la même situation qu'eux. Donc, en fait, progressivement, ils s'enferment dans ce phénomène, et être dans une école où il y a plusieurs enfants, plusieurs ados qui sont dans la même situation, ça va les aider dans leur démarche. Effectivement, il y a une contagion sociale. Effectivement, quand un enfant est touché dans un établissement, il s'isole du reste et se regroupe avec des enfants qui vont avoir le même type de questionnement. Et ensuite, M. Martin l'a très bien dit, et c'est également prouvé par les travaux et l'état des connaissances qu'on a aujourd'hui, l'influence des réseaux sociaux est immense. On dit aux enfants quel médecin ils doivent, quand ils arrivent, ils donnent même la liste des médecins qui vont leur donner vite des médicaments. SOS Éducation a produit 2 ressources qui sont sur notre site internet, qui expliquent, je pense, très bien la situation et la complexité du sujet, qui est excessivement dense. Personne n'en parle parce qu'en ce moment, évidemment, et le gouvernement a tout intérêt à cela, on ne parle que du Covid. Mais moi, je suis quand même assez estomaquée que ce qui met en danger à ce point-là des milliers d'enfants ne fait pas l'objet de débats public aujourd'hui, et que vous soyez les seuls à nous donner la parole. D'abord, on vous en remercie vraiment. On est désolé que les autres ne le fassent pas. Je veux dire, il y a des problèmes et des choses graves qui se passent aujourd'hui à l'école, qui mettent en danger la santé des enfants. Et il faut en parler, il n'y a pas que le Covid. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on a donc une vidéo qui explique tout ça en moins de 2 heures. On a également un dossier complet qui reprend tout l'état des connaissances actuelles d'à peu près 90 pages, où franchement les gens peuvent aller sur notre site, le consulter, tout ça c'est évidemment gratuit. On vient de lancer une pétition pour demander à Jean-Michel Blanquer le retrait pur et simple de sa circulaire, et on demandera également qu'on arrête dans les écoles de faire rentrer des associations transactivistes qui vont dans ce sens-là. Et puis également, il faut que le gouvernement et Jean-Michel Blanquer prennent position. Est-ce que oui ou non, lui considère que l'idéologie trans affirmative est la nouvelle norme sociale ou pas? Peut-être que comme Justin Trudeau au Canada, il considère que c'est la nouvelle norme sociale et que c'est le nouveau monde et que c'est comme ça qu'on devra vivre demain. Mais je pense qu'il faut quand même être clair. Merci à vous deux d'avoir lancé l'alerte, c'est très important. Sophie Audiger, donnez-nous juste rapidement votre site, le site de SOS Éducation, on peut retrouver toutes ces informations. soseducation.org. Voilà. Merci beaucoup, Merci Sophie Audiger, déléguée générale de SOS Éducation.